bonjour, alors voilà, comme j'ai commencé une chaîne sur l'Apocalypse, j'aimerais parler donc et traiter de la fin des temps au niveau spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'ai qu'il faut s'intéresser de plus près à Babylone la Grande. Si nous sommes à la fin des temps et qu'effectivement il n'y a plus de place pour que notre civilisation est en train de s'effondrer, ou que l'être humain lui-même en tant qu'espèce risque de disparaître, eh bien, je pense qu'il serait temps plus que jamais de s'activer pour essayer de comprendre, surtout au vu des recherches historiques, ce que c'est que notre modèle de civilisation, ou si vous préférez, pour comprendre le terme de Matrix, la matrice, hein, le mot dans lequel nous avons été forgés. L'homme, ça vient du mot humus, et ça veut dire la terre, hein, nous sommes faits, c'est pour ça que dans les récits bibliques ou dans les textes religieux, souvent on assimile l'homme à une sorte de glaise que Dieu aurait malaxé, qu'il aurait façonné pour nous former. Donc nous sommes bien, si vous voulez, le produit d'un moule, mais lequel? J'ai déjà abordé sur ces topos un premier point hein, concernant la nature, l'état des lieux au XXIe siècle. Où en est-on à peu près? Le deuxième volet partait davantage sur la condition de la femme. Troisième volet, donc j'ai parlé des travailleurs de la terre. Les travailleurs de la terre, le champ est là. Je me suis plutôt intéressée aux paysans dans leur rapport avec la hiérarchie. Le quatrième volet s'intéressait à notre tableau général dans nos rapports avec les animaux, aussi de rapidement dresser une sorte de synthèse, un tableau synthétique de nos rapports, quelle peut être l'évolution. Mais là, j'estime qu'il y a beaucoup de voix désormais qui s'expriment via les associations de causes animales notamment. Enfin, sur la guerre, le sujet était tellement large et tendu, parce que là, pour le coup, les hommes ont participé beaucoup à la guerre et ont écrit énormément. Ceci dit, j'ai voulu traiter un des aspects, une des facettes importantes de la guerre qui, à mes yeux, a été oubliée, ou du moins pratiquement pas traitée, ou très très peu, et ça constitue le 5e topo. Donc maintenant, j'en suis au 6e. Le 6e topo, qui est donc le commerce. Alors c'est un petit peu étrange comme ça de partir sur le commerce dans ce 6e topo, étant donné que quand on traite de Babylone la Grande, c'est un des traits dominants, constituant et essentiel donc, de Babylone, puisque Babylone, c'est la grande cité du commerce et de la prostitution, comme l'indique l'Apocalypse de Saint Jean. Et d'après cette œuvre majeure de la littérature religieuse, on sait que cette cité s'est répandue et a fait son essor de la terre à la mer à un niveau tel, si critique, et voilà, que le commerce ayant engendré une très forte corruption provoque des dégâts. Nous avons l'épidémie du Covid-19. Est-ce que ça rejoint le cavalier vert de l'Apocalypse, par exemple, qui représentait la famine et les épidémies, pardon. Le commerce est transversal. C'est pourquoi le traité en soi, c'est si large étendu au niveau du sujet que quelque part dans les topos que j'ai déjà traités, j'ai évoqué certains aspects qui relèvent du commerce. Dès lors que je fais allusion à l'esclavage, l'esclavage, c'est ni plus ni moins un état de vie où des êtres ont été transformés en objets. On en y est, comme on le sait pour la cause animale, les animaux, on a nié leurs facultés cognitives et sensitives. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour les nègres, c'est certainement pareil pour certaines femmes qui ont fait l'objet, même la plupart du commerce sexuel. C'est, dans Babylone, c'est une des facettes les plus larges et plus étendues à travers le temps et le lieu. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais donc je n'ai décidé de ne pas traiter forcément ce point-là, puisqu'il est déjà présent un peu dans d'autres topos, et l'être transformé en objet, il y a déjà plusieurs voix maintenant qui s'élèvent contre, comme c'était déjà
à partir du 19e siècle et dans ce mouvement continu de contestation et de droit issu du peuple. Donc, ce que je vais essayer de traiter donc à partir du commerce, c'est un autre trait, c'est un schéma de développement. Alors, le schéma de développement du commerce, vous allez me dire, c'est simple, le commerce c'est un circuit communicationnel qui va de la production à la distribution en passant via la transformation d'objets, de marchandises et qui a donné naissance à un réseau. Bien sûr, ça, je crois qu'on est à peu près tous capables de s'en rendre compte. Mais plus précisément, enfin, si on revient dans l'histoire, on remonte là, très loin, il y a des milliers d'années, quel pouvait être le rôle du commerce en premier lieu? Eh bien, si on se fie à des auteurs comme Octave Noël, dans son histoire de commerce, qui nous fait voyager à travers plusieurs cités, on voit que c'est un moteur de développement. Un moteur de développement des États, comme d'ailleurs plusieurs grands théoriciens du commerce, les mercantilistes, les physiocrates, Adam Smith, par exemple, ont considéré que le commerce était au fondement de la richesse des nations. Alors, retour dans notre histoire. Cela se traduit par quoi? Eh bien, le développement de certaines grandes cités, comme Tyr, Sidon, Carthage, le Caire ou Alexandrie en Égypte, le Maghreb en Afrique du Nord. L'Inde on ne parle plus du tout de l'Inde aujourd'hui. Nous, ce qu'on voit, c'est le Gange pollué, les intouchables qui vivent dans les rues. Mais l'Inde a connu un passé très florissant. C'était l'une des plus belles, l'un des plus beaux pays, avec de belles cités, un étalage de luxe, une opulence qu'on ne trouvait pas ailleurs. Pour ses tissus, ses étoffes, ses productions diverses et variées, ses sculptures, ses tentures et ses riches résidences. Et Octave Noël précise bien que l'une des premières cités qu'il évoque, c'est Babylone la Grande. Babylone, pardon. Il ne dit pas la Grande. Les ports, autrement, ce trafic du commerce est développé tout autour à partir de ces cités qui sont des noyaux. Et elles font, si vous voulez, elles sont comme au carrefour de voies, à la fois point de convergence et point de divergence, avec un mouvement d'expansion de la vie qui part de ces foyers. Alors, normal, puisque ces cités sont des hauts lieux d'échange, de trafic. Et on a construit tout autour des réseaux de routes, de canaux et de ports, comme le suggère donc, cet auteur, qui s'intéresse d'ailleurs davantage au commerce maritime. Alors, la bataille de la Berre, par exemple, personne ne connaît, peut-être, ou très peu. Qu'est-ce que c'est? Les Arabes ont lancé la dynamique de la conquête et ils se sont battus contre les Francs en Septimanie. Septimanie, c'est la région qui correspond à notre actuelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, car Massilia, Marseille, était un port, lieu d'entrée de toute l'Europe, et donc de convoitise pour les armées comme pour les commerçants. Alors, dans le haut Moyen-Âge, on a d'autres cités qui sont nommées en Italie, Venise, Gênes et Florence. Et elles ont rassemblé de grandes maisons de commerce, comme les Médicis et les Pazzi. C'était des cités considérées comme les joyaux de l'Europe à la Renaissance. Elles ont favorisé l'art, les grandes maisons commerçantes ont pu financer le mécénat. C'est là que la plupart de nos grands artistes, comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, ont été dans des ateliers. Et c'était bien les grands du royaume, les papes, ou encore les grands marchands qui passaient commande. Alors les Médicis, les Pazzi, qui ont d'ailleurs se sont livrés à des intrigues, des querelles, donnant naissance à des tentatives de meurtre, des complots importants. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que nous avons dans l'espace
des foyers de cités qui ont continué tout au long de l'Antiquité au Moyen-Âge, sans qu'en fait on ne rechange véritablement de modèle de développement. Ensuite, en Europe médiévale, dans le nord, on a en Allemagne Hambourg, Brême et Lübeck qui ont fondé la ligne hanséatique, une coalition de 80 villes. Et cette coalition a été formée pour lutter contre la piraterie. Alors, les cités étaient florissantes, éblouissantes. Et ça, il faut bien le comprendre, hein, parce que si on allait au Moyen-Orient, les souks aujourd'hui peuvent paraître être un dédale, un désordre, mais à l'époque, non, c'était comme si la vie, comment dire, foisonnait. On avait elle irradiait de beauté pour les gens. Aujourd'hui, le commerce dans les grandes cités commerçantes, on dirait presque qu'on est plus devenu mauvais, hein, assez dur, et on n'a pas le cœur en état d'éveil, comme ça, à regarder, à reconnaître la beauté dans toute cette production artisanale qui réclamait beaucoup de temps dans la confection, des tissus, des étoffes, des tentures. Les plus beaux jardins se trouvaient à Babylone, les jardins suspendus, mais on avait tout au long, à Carthage, tout autour de magnifiques villas avec des jardins, des vergers, des dattiers, des plantations d'agrumes, de sucre. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le paradis est un haut lieu idyllique, il faut comprendre qu'aux origines, hein, il est né au Moyen-Orient, et il n'a pas de fondement moral, hein, ça n'a rien à voir. C'est bien en rapport avec la recherche, la convoitise de certains objets qu'on a transformés, qui ont réclamé du temps, du travail, et qui ont été valorisés tellement que l'humain qui travaillait un petit peu est effacé derrière la splendeur de ses œuvres. Et nous avons de là fondé de vraies cités de toute beauté. Parce que partout ailleurs, il y avait quoi? Des hameaux, une campagne plus ou moins désolée. Les métaux précieux, comme le préconise le mercantilisme, ou alors les produits agricoles, comme le préconisent les physiocrates, ont bien été des ressources convoitées par les États. Et puis, je vois pas l'intérêt forcément qu'un clan se batte contre l'autre en se demandant, entre les mercantilistes et les physiocrates, lequel est forcément le plus important. Mais de toute manière, les deux ont de suite été à l'origine, à la base, très exploités, même si je dirais qu'en production, nous sommes plus agriculteurs, il y a beaucoup plus de denrées alimentaires, alors que chez les métaux précieux, moins nombreux, nous accordons beaucoup plus de prix. Quoi qu'il en soit, cette convoitise, une fois qu'elle a intégré la politique, eh bien, elle a donné lieu à des phénomènes comme l'impérialisme et le colonialisme. Pour la recherche, l'exploration, s'étant transformée en conquête via les armées. Ce modèle de développement de cité, faut-il le dire, est étroitement lié à la prospérité des États, hein, qui se fait plutôt selon la conception mercantiliste, c'est-à-dire vraiment au détriment des autres, vu qu'on utilise le levier de l'armée pour la puissance. Mais ce qu'on ne dit pas assez, peut-être, enfin si maintenant oui davantage, c'est que cette prospérité est aussi en rapport avec de grandes familles qui se sont construites à travers le temps et l'espace, en devenant des dynasties. Alors, l'intérêt de toute façon de ces grandes familles, c'est qu'elles sont quoi? Elles ont construit une propriété. Peut-on définir, là on peut se dire, nous, simples citoyens de base, qui vivons dans un immeuble, dans un quartier ou dans une banlieue, on est très très éloigné de ces grands et luxueux quartiers, donc on ne peut pas avoir la moindre idée de ce que c'est que leur maison, leur villa, on n'y entrera jamais.
on découvrira aucune des œuvres d'art qui sont exposées. Voilà, donc pourquoi c'est un monde à part, un monde très lointain au fond, alors qu'il est à proximité de chez nous, mais eh bien moi je vous dis que non, nous avons la possibilité de voir à peu près ce que c'était que cette propriété des grandes familles, et ce même depuis très longtemps. En effet, si on devait bâtir un plan là, du lieu de vie où ont séjourné ces grandes familles, eh bien je dirais que nous pouvons prendre appui désormais grâce aux fouilles archéologiques sur les sites des grandes villas gallo-romaines, puisque celles-ci intègrent une pars urbana, une zone d'habitation pour le maître, sa famille et ses serviteurs domestiques, et une pars rustica, qui lui, elle, est donc le domaine agricole proprement dit, où les esclaves travaillaient avec des bâtiments qui ont été construits pour eux et qui servaient de dortoir. Alors, si les grandes villas romaines présentent ce plan, on pense qu'à travers le temps, automatiquement, ce n'est valable que pour les Romains. Eh bien, si on regarde plus près, en observant par exemple les plantations aux États-Unis, on peut constater que la maison des maîtres est replacée au centre d'une mosaïque de culture avec des casements. Donc nous avons encore notre pars urbana, en quelque sorte, la résidence du maître, et notre pars rustica, avec un domaine agricole, qui inclut donc des logements d'esclaves. Et enfin, on peut même aller plus loin pour essayer de se représenter ce que c'était que les cités médiévales. Les cités médiévales n'ont pas de rapport, on devrait se dire, à cette époque-là. Bien, regardez bien, vous avez le château qui domine, replanté au centre de la cité, et tout autour, là encore, le domaine agricole qui appartient bel et bien au maître des lieux, le seigneur. Et alors que ces champs qui s'étendent incluent des maisons de paysans disséminés. Alors c'est certainement moins construit que les grandes villas gallo-romaines, le plan est beaucoup moins clair, mais il n'empêche, on a quand même un peu la même structure. Alors, la conclusion, c'est que l'espace des propriétés, à travers le temps, a pris des formes différentes. Mais d'une certaine façon, on a un schéma, un plan d'ensemble, qui, si on regarde dans le fond, est le même. On a toujours notre domaine de terre cultivable et au sommet de l'édifice, la maison du maître. Alors, ensuite, ceci étant dit, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, les plantations des nègres, ça va jusqu'au XIXe siècle. On peut estimer que grâce à la Révolution, au grand Dieu et des réformes qui ont été faites, et notamment de l'abolition de l'esclavage, suite à la guerre de sécession aux États-Unis, nous sommes enfin arrivés au stade où il y a une vraie transformation. Bon, c'est sûr que... Et on peut être même dérangé quand on voit l'état des lieux aujourd'hui, la pollution, les dégâts, et se dire qu'il est préférable, peut-être qu'on aurait mieux fait de rester sous la coupe de ses maîtres. Or, le scandale est multinational 2005, un livre de Walter Bouvet et David Quercia, une étude qui a été menée sur une cinquantaine de groupes commerciaux, semble démontrer que, plus sournoisement, nous sommes encore sous la coupe. Le coupe, c'est bien l'idée, l'image de Babylone la Grande, nous sommes sous la coupe des grands maîtres qui ne s'appellent plus comme ça parce qu'ils sont appelés PDG, parce qu'ils sont actionnaires dans des conseils d'administration d'entreprise. Alors comment expliquer cet essor et ce rapport? Alors déjà ce rapport, n'oublions pas que les grandes familles se transmettent par ordre d'hérédité le capital et que d'une certaine façon les dynasties sont toujours très présentes, même si on ne le dit pas assez,
point qu'elles ont et que leur réseau d'activités comme de relations reste très vivant. Alors, l'essor des multinationales, ça veut dire que ces grands groupes atteignent des tailles gigantesques aujourd'hui. On a Coca-Cola qui est implanté dans 200 pays, Daimler Chrysler, 200 pays aussi, ou McDonald's, 119 pays pour prendre un exemple, à partir de ce livre. Une maison Mercedes, et ensuite il y a la création de tout un réseau de filiales, en sachant que pour chaque enseigne, grand groupe, 200 pays, ça n'implique pas la totalité de toutes les échoppes, les restos de fast-food, en fait, les fast-food qui sont présents dans la cité, pour reprendre McDonald's. Donc, un chiffre énorme à travers le monde. Comment expliquer cette extension? Je viens de vous dire un petit peu sur le cumul des contrats. À partir du moment où on a un réseau de relations implanté, il y a un effet de copinage qui peut se faire en lieu dans le cadre de l'oligarchie entre politique et économie. Alors vous avez l'exemple Lockheed Martin qui est cité, qui a obtenu 78% de son chiffre d'affaires grâce au cumul de contrats, parce que c'est son plus gros client. Et quel est son plus gros client? L'administration américaine. Pentagone, NASA, FBI, CIA ont passé commande auprès de cette multinationale qui a fourni à l'armée américaine au cours de la guerre en Irak avions, bateaux, hélicoptères et bombes. Jusqu'à 78% de son chiffre d'affaires. Vous imaginez, vous avez un gros client, mais vous n'êtes même plus obligé carrément d'aller chercher d'autres clients. Vous comprenez? Et puis ça se fait tout seul, par effet de tendance. On récupère, on investit, on décroche des contrats, on récupère, on réinvestit, et ainsi de suite, on tourne. C'est de là, à mon avis, à cause principalement de cette raison qu'il y a eu autant de filiales. Bon, cela se traduit aussi par un investissement dans différents secteurs d'activité. Et alors là, moi, je regardais quelques grands groupes, Procter & Gamble. Alors, ils ont investi dans 4-5 types de produits différents et on ne voit pas forcément le lien entre, par exemple, les produits d'entretien, des produits de beauté, des produits de santé et des produits alimentaires et boissons, c'est-à-dire des branches d'activité dans l'économie qui ne sont pas supposés avoir de lien entre l'alimentaire et la beauté. C'est presque en opposition, puisque mangez beaucoup et vous perdez votre ligne. Alors vous voyez, ça n'a pas l'air de les avoir dérangés, le monument. Sodexo est numéro 1 mondial de la restauration collective et numéro 1 mondial du tourisme fluvial. Alors, quel rapport entre la restauration collective et le tourisme fluvial? Quand on voit les produits que chacun secteur fabrique, eh bien, diffuse à travers le monde, non, pas spécialement non plus. Ah voilà, vous avez aussi une diversification de la palette d'offres, de produits ou de services en interne. Alors, les services de nettoyage, de sécurité, de soins, de maintenance industrielle, et plus novateurs, de formation et de marketing. Alors, je dis pourquoi plus novateur? Parce que, rappelez-vous, notre plantation des maîtres, il y avait leur service de nettoyage et de sécurité. Sauf que en interne, c'était à des niveaux, une échelle beaucoup plus petite, ça jamais. L'intendance, les contremaîtres, les services domestiques dans les grandes maisons, résidences, villas, eh bien, de toute manière, ils en avaient. Alors bien sûr, la multinationale, c'est quand même différent, parce qu'il y a comme une sorte de puissance tentaculaire beaucoup plus manifeste, qui est due donc au jeu d'alliance entre puissants. Si dans la nature, les prédateurs se battent entre eux, et que nous estimons que c'est le cas des multinationales, moi j'ai l'impression que ce que nous avons vu, c'est plutôt une sorte de mariage d'alliance des prédateurs entre eux. Un petit peu comme le roi lion, vous savez, quand la terre est désolée, dévastée, parce que les prédateurs s'associent contre les animaux de proie.
La formation d'entités, autrement par regroupement de sociétés. Alors, c'est un autre aspect de l'évolution de ces multinationales. La holding est une société mère qui contrôle plusieurs sociétés par l'acquisition de parts sociales dans différents secteurs. Ou encore nous avons le trust, autre forme de réseau qui s'est créé dans un même secteur d'activité par regroupement, toujours pareil, sauf que là, c'est un même secteur d'activité, différence de la holding. Alors l'exemple, Standard Oil, qui aurait eu 42 sociétés affiliées. Quoi qu'il en soit, le scandale multinational révèle la puissance tentaculaire de grands groupes en utilisant différents leviers, cumul de contrats, création de filiales, investissement dans différents secteurs d'activité, diversification de l'offre, formation d'entités par regroupement, et n'oublions pas qu'à la base, il s'agit d'un réseau de relations. Un réseau de relations, comme une pieuvre géante qui enserre le monde et va vous asphyxier. Dans ce filet, on a ces images-là de chalutiers avec leur filet dérivant. Conclusion générale. Pour résumer, le commerce donc a fondé la prospérité des marchands et des cités, l'essor de la propriété des maîtres pendant très longtemps, plus ou moins 4 millénaires, et la propriété même de ces maîtres est construite à peu près sur le même plan. Tout cela sans que l'on l'ait forcément vu. Si cette prospérité est valable pour les riches et pour les nations qui s'y livrent, elle est surtout le fait d'une poignée de gens, d'une oligarchie. Ce que l'on peut dire aussi, et ce qui est plus gênant, c'est que ce phénomène a obéi, si vous voulez, à un effet d'extension spatiale qui n'est jamais freiné, n'est pas freiné par des règles. Parce que ça, quand même, l'oligarchie aurait pu se rendre compte de ce modèle de développement, aurait pu s'en indigner et se dire, bon, puisque de toute façon, c'est toujours les mêmes qui ont le capital, et on investit, on fait produire, on transforme la matière, on investit dans les champs, dans les cultures, après dans l'artisanat, ensuite dans les négoces des échoppes, ensuite dans les compagnies maritimes, ensuite dans les banques. On investit, parce que dès qu'on gagne de l'argent, on peut faire que ça, faire fructifier, réinvestir. On est obligé de grossir sans cesse. Et ça aurait pu les déranger. Ça aurait pu déranger, estimer que même c'est contre-productif pour la rivalité interne économique. Et qu'il était préférable qu'il y ait comme ça des règles qui soient mises en place pour essayer de réguler, afin de faire naître un peu plus même pour la compétitivité, j'ai envie de dire, c'est mieux de faire naître un combat plutôt que d'écraser comme ça par son poids et son gigantisme les autres. Alors, premier effet secondaire, dans l'ombre, c'est donc qu'on ne voit pas les petits commerçants marchands qui, eux, peinent à se faire une place. Parce que si la cité est occupée par toutes ces grandes maisons, ou du moins des filiales, des gens qui sont affiliés et qui payent en quelque sorte une franchise pour être sous la même enseigne, et ont toujours du capital, qu'en est-il de ceux qui peinent à se faire une place dans la cité, qui n'ont pas un illustre lignage? Eh bien, on ne voit jamais le nom de ces gens. Pourtant, on a quand même, à l'heure actuelle, un lanceur d'alerte militant qui s'en est occupé, et d'honnête, en tout cas dans notre pays, qui a fondé une association qui s'est plainte de cette certification des centres-villes à cause de la faillite des échoppes. Et prise au piège d'une rivalité, d'un combat qui n'a pas lieu, en fait, prise au piège d'une adversité redoutable par la grande distribution. Ensuite, vous avez un deuxième effet secondaire, la transformation des centres-villes par l'agroalimentaire. Alors, avec l'essor des chaînes de fast-food, de restaurants, et surtout ce qu'on n'a pas vu du tout, moi je dirais, c'est
le transfert des travailleurs des champs aux usines. On nous a dit qu'il y a eu un exode rural massif et comme ça qu'il y a eu une perte très importante de la population agricole dans les campagnes. Mais en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les gens des campagnes sont tout simplement allés travailler en ville et qui n'ont pas abandonné tant que ça le secteur d'activité agricole, puisque sur les usines, ce sont des sites de transformation, on transforme des haricots, du maïs, des tomates, du soja, du blé en boîte de conserve, où on les conditionne, mais on fait ça à un chiffre énorme, à un volume de production énorme. Alors, du coup, si pendant toute l'histoire de l'agriculture a toujours été le premier secteur de l'économie, bien au cours des dernières décennies, l'industrie agroalimentaire, je dirais, a provoqué un renforcement inégalé de la production et de la consommation de denrées agricoles. Et si il ne s'agisse plus d'accabler les masses de paysans comme au Moyen-Âge pouvaient le faire, eh bien on a versé carrément dans l'horreur, surtout avec le trafic des espèces, les fermes-usines. Voilà, et l'industrie de la pêche, le niveau de gigantisme qui a été atteint. Donc voilà, je dirais pour résumer et pour conclure, jusqu'où nous a mené la surenchère dans le respect des pratiques traditionnelles, la croissance illimitée des grands groupes, le modèle de développement que nous avons préconisé dans notre civilisation a produit cet effet très pervers, une croissance illimitée des grands groupes, ce qui est à l'encontre totale du désir de justice et d'un effort fait pour intégrer dans la création même, je parle de création de Dieu, terre comme ciel, pour intégrer des pratiques de justice. Vous comprenez donc pourquoi peut-être le discours de l'Apocalypse réclame qu'il y ait enfin pour une fois quelque chose, quoi que ce soit qui soit fait davantage pour semer des graines dans la création en rapport avec la justice. Merci et au revoir.